Eh ben, bonjour Sensei. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça vous dérange pas si je vous appelle Sensei parce que vous êtes un Sensei quand même. Ouais, ça fait quelques temps maintenant un petit peu. Vous allez bien? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Le printemps est arrivé à Montréal finalement. On avait encore de la neige il y a 10 jours là, donc oui, ça va, on apprécie. Comment s'est passé ce confinement chez vous? Moi, ça n'a pas changé grand-chose, hormis évidemment mes cours d'aïkido qui se sont. Puis on avait un stage prévu aussi début mai, évidemment, qui n'a pas pu avoir lieu. Donc effectivement, ça a été sur cette partie-là de ma vie, ça a été vraiment un arrêt un peu brutal. Pour le reste, moi dans la vie, j'écris des livres, donc ça a pas changé grand-chose. Ben déjà Voilà. oui, parce que nous, enfin, on s'est connus entre parenthèses grâce à votre livre d'Aikido et Mhm. bah, ça fait plus qu'un an. À part ça, j'ai découvert que vous avez écrit pas mal de livres aussi qui sont Ouais. aussi rien à voir avec l'Aikido. Et revenons enfin sur votre situation à vous là à Montréal. Quand est-ce que ça a commencé tout ça chez vous? Est-ce que c'est venu un peu tard quand même, par exemple, par rapport à l'Europe et tout? Ouais, ça a été à peu près, disons que par exemple, les écoles ont fermé le 13 mars. Alors, voilà, donc ça a été un petit peu plus tard aussi. Moi, j'avais fait une tournée de conférences en Europe, en France, en Suisse, justement, Pontarlier, Genève, Lausanne, dans ces coins-là, qui avait fini à Montpellier. Et ça, c'était fin février. Puis finalement, début mars, ça a commencé un petit peu à se, à, se, à se refermer aussi un petit peu ici. Puis le 13 mars, ils ont fermé les écoles. Donc, nous, le dojo a été fermé la semaine du 13 mars aussi. Donc, on va dire qu'officiellement, c'était ça la date du début de confinement? Ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas été un confinement à la française, en fait. C'était un petit D'accord. peu différent. Nous, on pouvait sortir, on n'avait pas de. Il y avait eu des régions qui ont été fermées, mais on n'avait pas besoin d'autorisation pour se balader ou des choses comme ça. On pouvait faire du vélo, on pouvait. Mais enfin, vous avez quand même pas mal de cas ou là, c'est en train d'augmenter, descendre? Ouais, ben non, non, c'est comme partout là, c'est en train de terminer là un peu là, non, ça a été finalement un épisode d'épidémie virale comme on en connaît avec la grippe ou comme on en connaît en cloche, quoi, ça monte. Il y a un moment où c'est éminemment contagieux, il y a des moments où ça le devient moins sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et là, c'est en train de terminer, mais disons que politiquement, socialement, ça laisse encore des traces, quoi. Et vous pensez que, enfin, cette crise, ou plutôt ce virus, vous pensez que, comme Trump il l'avait dit, avec l'été qui arrive, les températures qui vont augmenter, ça va finir par partir tout seul ou et vous êtes optimiste aussi que oui, ça va partir ou il faut bien attendre et voir un vaccin? En fait, moi, je ne suis pas épidémiologiste, hein, je suis mal placé pour parler. Mais ce que j'ai vu, par contre, c'est qu'effectivement, l'épidémie de peur, l'épidémie de paranoïa et des hypochondriaques, celle-là a bien eu lieu, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, on s'est retrouvés, en fait, on pourrait faire une liste, tu vois, d'une dizaine, d'une vingtaine de choses totalement absurdes, en fait, qu'on a pu constater tous. Mm. Je ne sais pas, de gens qui se sont rués sur le papier toilette au départ. Fouille-moi pourquoi, aucun rapport, jusqu'à ce qu'on peut voir encore tous les jours, des gens qui portent des masques tout seuls dans leur voiture, tu vois, par exemple. Donc, il y a quand même tu vois, bon, en tout cas, des absurdités qu'on peut constater qui font que bon, on a préféré comment dire, la quantité de vie plutôt que la qualité de vie pour nos aînés, où on s'est dit, bon, vaut mieux que ces vieux-là meurent de chagrin plutôt que d'entourer des leurs, ce qui pour certaines familles euh, était, a pu être dramatique, quoi, etc. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que, bon, moi, je ne sais plus trop quoi en penser, si ce n'est que, en tout cas, je vois un peu de loin, là, un peu de ma position. Moi, ça fait très très longtemps que j'ai fait des choix un petit peu hors normes, en fait. Alors, ce qui fait que je ne suis pas le plus touché par ça, mais quand même, je constate qu'il y a un paquet de choses totalement irrationnelles et absurdes qu'on peut voir tous les jours dans la rue, quoi, en fait. On le voit aussi dans le comportement de. C'est drôle parce que là, du coup, on rejoint l'aïkido par rapport à ça, parce que, comment dire, on voit les comportements nerveux de gens en panique
qui, s'ils pratiquaient l'aïkido, seraient assurément des blocages pour pouvoir s'améliorer, quoi. Oui, exactement. Hier, je parlais à Dorine Marquis, qui est le président de la fondation d'Aikikai et d'Aikido en Roumanie, et que voilà, on discutait par rapport à ça. Et il me disait qu'il a vu des vidéos, je crois, en Corée du Sud, là, ils sont revenus à un entraînement, ils ont des masques sur leur visage, c'est un peu bizarre et tout. Et vous pensez que là, ça va faire un grand blocage par rapport à des gens, parce que après tout, c'est vrai que les gens qui pratiquent de l'aïkido sont dans une grande majorité des gens qui sont un peu seniors. Est-ce que là, vous pensez que même par rapport justement, voilà, à ce virus, ça va créer des soucis soit à l'intérieur des dojos après cette situation? Ouais, moi, je sais pas, moi, c'est pas le cas tant de mon dojo, là. Moi, je suis pas le plus vieux de mon dojo, mais pas loin. Et, mais, ouais, j'espère pas, j'espère que les gens vont se rendre compte qu'en fait, de toute façon, oui, ça a touché beaucoup de gens, mais beaucoup de gens qui étaient en mauvaise santé, qui étaient de plus de 70 ou de plus de 80 ans. Donc, donc en fait, exactement, les chiffres, on ne les connaît pas bien parce qu'on ne sait pas trop les taux de comorbidité, enfin, etc. Donc, moi, je ne veux pas jouer les spécialistes, ni les statisticiens, ni les… Enfin, en allant voir juste les chiffres de différents États, de différents… finalement, on voit que, par exemple, ils donnent le nombre de morts par rapport à 100 000, parce que s'ils les mettaient en pourcentage, on serait à des 0,000, quoi. Et donc, du coup, finalement, en tout cas, moi, ce dont je suis sûr, c'est de l'épidémie de peur et de paranoïa, là, ça oui, ça j'en suis certain, ça je peux la voir tous les jours. Après, l'épidémie de coronavirus, ça par contre, je n'ai pas, j'ai pas eu à y faire affaire, quoi. Et par rapport à l'éducation, tous les écoles, ils ont fermé, ils ont demandé à tout le Ouais, monde de faire voilà, des cours, essayer d'apprendre à la maison et tout. ouais, Vous ouais. avez écrit un bouquin qui s'appelle Une éducation sans école. Est-ce que vous pensez que cela est complètement pratique à faire? Et surtout, est-ce qu'on peut le faire partout dans le monde? Ben, alors, le truc, c'est que bon, il faut apporter quelques nuances à ça. C'est-à-dire que le choix de faire une éducation sans école, c'est un choix qui est basé sur la volonté de passer du temps ensemble. C'est un choix qui est basé sur l'amour. Là, le non-choix qui a été de fermer les écoles et de se retrouver donc avec des enfants à la maison, c'est des choix qui ont été faits sur la peur, en fait. Donc, la peur et l'amour se cohabitent pas bien en général. C'est comme l'huile et l'eau, hein, c'est pas, ça se mélange pas très bien. Euh, donc, autre, autre point qui est important, c'est que quand on fait ce qu'on appelle l'école à la maison, en fait, on reste pas, enfin, on fait pas l'école et on reste pas à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment ouvert sur le monde, sur les voyages, sur la rencontre avec les autres. On va dans des musées, dans des parcs, dans des groupes. Il y a des groupes de soutien, de quartiers, de villages, etc. Donc, on se retrouve au centre des sciences, au jardin botanique, etc., etc. Donc, tout ça, les gens qui ont vécu cette période avec des enfants à la maison ne peuvent pas dire j'ai fait l'école à la maison. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est des cahiers de maths sur la table de la cuisine. Mais ce n'est pas du tout les réalités que nous, on vit d'habitude. Voilà, disons que les gens qui se disent ah j'ai essayé, c'est pas pour moi, il faut qu'ils soient conscients qu'ils n'ont pas essayé du tout ce qu'on entend par l'école à la maison d'habitude, même si le mot prête à confusion. Voilà, donc mais oui, nous ça a été assez bizarre parce qu'on est passé de paria à expert en fait. On était les vilains petits canards de l'éducation en disant oh là là, vous voulez détricoter le système public, etc. etc. Et d'un coup, on se faisait appeler par les radios, les journaux, les gens ils dire mais alors vous qui êtes des experts, comment vous faites d'habitude? Alors ça, c'était quand même assez drôle comme truc. Mais oui, les gens se sont rendus compte déjà qu'ils avaient des enfants, quoi. C'est ça. L'INSEE disait que le temps moyen qu'un père passe, un temps de qualité, des temps à jouer, qu'un père passe avec ses enfants, c'est 11 minutes par jour. Donc là, d'un coup, une mère, 19. Donc, donc effectivement,
on peut se rendre compte que là, ben, il y a autre chose à faire, que nos enfants déploient, malgré la situation de limitation, une énergie, une ingéniosité, bricolent, trouvent des façons de communiquer avec leurs amis, etc., etc. Et donc, oui, on se retrouve dans ces situations où, et même, je dirais même le gouvernement, tu vois, par exemple, Blanquer, le ministre donc, français de l'éducation, dit ah ben là, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est une société apprenante. Ça fait 30 ans qu'on le dit, nous, hein, que justement, tu sais, pour apprendre une langue, la meilleure, tu vois, la meilleure méthode, c'est l'immersion, quoi. Ben, pour apprendre la vie, c'est un peu pareil, quoi. La meilleure méthode, c'est l'immersion. Euh, pour revenir à l'aïkido, c'est la même chose, hein. On peut toujours regarder tout un tas de vidéos, lire tout un tas de livres. Tant qu'on ne sera pas anguille dans un dojo à pratiquer, on ne fait pas d'aïkido. L'aïkido, on ne peut pas être croyant et non pratiquant, quoi. C'est pas, c'est pas possible. il, faut, il faut pratiquer, sinon ça donne rien, quoi. Alors, c'est pareil pour l'apprentissage. La société apprenante, oui, ben c'est ça qu'on fait, nous, en dehors de l'école, c'est qu'on passe notre vie avec le boulanger, le garagiste, etc., etc. Donc, vous pensez que là, enfin, d'après ce que vous avez dit, d'après ce que j'ai compris, c'est que les parents sont aussi un peu bien placés pour éduquer aussi leurs enfants à la maison? Eh ben, je me plais à croire que c'est les mieux placés, en fait. C'est ce que vous avez exactement dit dans votre livre. Bien sûr, il y a des familles défaillantes, bien sûr. Bon, il y a des problèmes dans un certain nombre de familles. Mais disons qu'une politique éducative ne peut pas partir de la faillite des parents. On ne peut pas se dire un parent, a priori, est incompétent, parce que sinon, il faudrait passer un diplôme de parent. Donc, il faut partir sur la confiance que, bon, a priori, un parent doit aimer ses enfants, enfin, normalement, quoi. Alors, peut-être mal, peut-être trop, peut-être il y a des choses à comprendre, il y a des choses à savoir, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit partir du principe qu'un parent est nul, quoi. Et que, du coup, il faut que ce soit un prof qui le fasse, quoi. On va parler de même contexte, mais plus dans l'aïkido. Est-ce que vous pensez que, voilà, comme vous l'avez dit, un aikidoka, il peut apprendre quand même un peu chez lui, sans contact, sans qu'il va au dojo? Est-ce que, voilà, comme vous l'avez dit, si on arrive à regarder Mais des vidéos et lire des bouquins, on arrivera quand même à avancer un petit peu? c'est que tout dépend comment dire, de son parcours dans l'aïkido. Si par exemple quelqu'un qui n'a jamais fait d'aïkido, qui n'a jamais pratiqué, se dit je vais apprendre l'aïkido sur des vidéos internet et en lisant des livres, à mon avis, ça c'est impossible. Par contre, quelqu'un qui va avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'aïkido, qui va voir une vidéo de tel ou tel maître et qui d'un coup va comprendre quelque chose en voyant faire, dire ah ben tiens, là il le fait comme ça, etc. Parce que il sait ce qu'il cherche en fait. Il voit, il va voir des choses relativement imperceptibles en fait à quelqu'un qui ferait pas d'aïkido. Alors dans ce cas-là, oui, en lisant des fois une certaine façon de penser les choses. Moi, je me réfère beaucoup à la philosophie chinoise, à Lao Tzu, à d'autres. Et donc, bon, dans cet art d'en faire toujours moins, d'en faire. Alors, si on lit cette façon d'en faire toujours moins, mais toujours plus juste, et puis qu'on regarde une vidéo de Maître Tamura, par exemple, et ben on va voir à quel point il fait très peu, mais très juste, quoi. Voilà, donc là, oui, il y a des choses qu'on peut aller rechercher, mais encore une fois que ces déclics se sont faits dans la tête, il faut que ces déclics se fassent dans le corps. Et ça, il n'y a pas d'autre façon que de l'expérimenter. Et par rapport à tous ces classes en ligne enfin, ça a circulé sur Facebook et sur YouTube depuis pas mal de temps. Vous pensez que c'est un peu la même ambiance de s'entraîner dans ce genre de gens? En fait, voilà, c'est non, j'imagine, ça sera votre Des classes réponse. d'aïkido Ouais, c'est ça. Oui, ben, mais comment dire, c'est un moindre mal, mais moi, je suis assez. Bon, euh, Maître Tamura, à un moment donné, on lui demandait combien d'heures il avait fait d'aïkido dans sa vie, etc. Et il disait, mais je ne peux pas répondre à cette question-là parce que moi, l'aïkido, j'en fais quand j'ouvre une porte, etc., etc. C'est quand je discute avec quelqu'un. Donc, je vais appliquer les principes de l'aïkido, ça devient un art de vivre parce qu'on l'applique à chaque moment. Donc, on fait de l'aïkido tout le temps. Alors, je ne dis pas que les classes sont inutiles, hein. Je dis simplement, bon,
pourquoi pas, ça peut garder le lien, en tout cas entre maître et ses élèves. Ça peut, bon, donc il y a pas, j'ai rien contre. Mais simplement, l'aïkido, quand on en fait un art de vivre, un art d'une façon d'être, qu'on l'a intégré dans les gestes de notre corps, bon, par exemple, si on prend en fait, l'aïkido est une façon optimale d'utiliser son corps, en fait. Et c'est pour ça qu'on retrouve les positions, les façons d'utiliser ses bras, ses jambes, ça en aïkido. On va le retrouver en équitation, on va le retrouver en canot, en canoë, on va le retrouver en ski. En fait, la position qu'on a quand on skie, pour ceux qui skient, eh ben, on voit bon, les hanches qui sont placées, on est souple au niveau du haut du corps, on va être bon, voilà, alors un peu fléchi sur les jambes, etc. Donc, si vous faites du cheval, c'est pareil, la façon dont on s'assoit sur une selle, trouver son assiette, on appelle ça. Mais si vous faites du canot, par exemple, bon, au Québec, évidemment, c'est un pays de lacs et de rivières, donc les canots, on connaît. Alors, par exemple, un débutant qui fait du canot va prendre sa pagaie, il va tirer sur ses bras, comme ça, normal. Voilà. Un kayakiste ou bon, expérimenté va se servir de la main du bas comme d'un levier et avec la main du haut va pousser. Et il ne va pas pousser avec la main, mais il va pousser avec le corps, avec la hanche, etc. Et donc, finalement, il va pouvoir pagayer pendant des heures et des heures sans jamais se fatiguer. Alors qu'un kayakiste débutant ou quelqu'un qui fait du canoë pour la première fois va tirer sur ses bras et au bout d'un quart d'heure, il est il a les mains crispées et tout ça, puis il ne peut plus rien faire. Voilà, donc, mais quand vous faites de l'escalade, c'est la même chose. Si vous misez tout sur vos bras, sur vos dos, etc., au bout de 3 minutes, vous n'avez plus rien dans les bras. Donc, quelqu'un qui fait de l'escalade va venir placer ses hanches près du mur, etc. Il va travailler avec tout son corps. Donc voilà pourquoi moi, l'aïkido, évidemment, ça me manque de le pratiquer parce que mes élèves sont aussi depuis des années, bon, mes amis, etc. Mais aussi parce que bon, ça fait partie de mon hygiène de vie, je dirais, depuis 30 ans. Mais disons qu'après, les gestes que je peux faire au quotidien, je les fais en fonction de ce que mon corps a compris et a appris de l'aïkido. D'accord. Et du coup, pour répondre à ma question, pour les classes à distance, vous pensez que ça va être un peu pratique ou pas? Ben, Est-ce que déjà, enfin, c'est comme est-ce l'amour que à ça peut distance, aider, quoi. on va dire, ouais, C'est comme les relations amoureuses à distance, quoi. c'est pas la même chose. C'est toujours mieux que de ne pas s'écrire, mais disons que Mais voilà, on va dire, c'est ça, ça, c'est mieux que rien parce que là, ouais. ce matin, il y a le Dojo Show qui a publié quand même sa deuxième vidéo de classe en ligne. Ça veut dire que, voilà, dans cette période, on sait que c'est un peu, malheureusement, des temps difficiles pour tout le monde. Donc, autant, voilà, juste Oui, oui. donner un petit peu, voilà. Voilà, non, mais ça conserve le lien. C'est bien que ça se fasse. Moi, j'ai rien contre. Mais disons que, bon, voilà, on espère tous que ça ne durera pas indéfiniment comme ça. On espère. Ouais. Enfin, là, ce que j'ai envie de savoir, c'est que quand vous avez parlé d'aïkido, vous avez parlé de maître Tamura et tout. J'aimerais bien savoir comment vous avez commencé l'aïkido. Ah ouais, ben, en fait, un espèce de hasard faisait que moi, j'ai grandi à Marseille, en fait, en France. Mais j'étais autant de temps, dès que j'avais pas école, donc toutes les fins de semaine, toutes les vacances, j'étais dans le Var, en fait, juste à côté de Marseille, et en fait, à 15 minutes de chez Maître Tamura, en fait. Mais évidemment que je ne savais pas, tu vois, lui, il était à Saint-Maximin, il habitait à Saint-Maximin. Et donc, mes grands-parents avaient leur maison à 15 minutes de là. Et, euh, et vers l'âge de 16 ans, mon frère qui a un an de plus que moi, s'était inscrit comme ça dans un club d'aïkido pour faire de l'aïkido. Alors, bon, tous les gens qui ont pratiqué l'aïkido le savent. Hein. Au début, on découvre ça, on trouve ça un peu magique. Évidemment, on rentre chez soi, on s'entraîne sur sa copine, sa femme, son frère, son fils. On est arrivé voir, j'ai appris ça, je vais te montrer, etc. En général, ça marche jamais parce qu'en fait, on croit avoir compris, mais c'est pas le cas. Et, mais, mais bon, voilà. Et donc, mon frère me dit, ah, ben, tiens, viens voir. Là, bon. Donc, du coup, il s'entraînait à me faire des nikios, des choses comme ça. Et puis, finalement, moi, j'ai fini par aller voir ce qu'il faisait dans son dojo. Puis, j'ai vu des scènes, effectivement, que, bon, quelqu'un qui ne connaît pas l'aïkido, tu sais, waouh. Et notamment, il y avait une femme enceinte qui était là et qui pratiquait, et donc qui envoyait des gars voler à 4 mètres, tu vois, alors qu'elle était enceinte et qu'elle ne bougeait pas trop. Bon. Et donc, je dis, wow, il y a quand même quelque chose d'un peu magique là-dedans. Donc moi, j'ai, euh, j'ai eu, bon, en fait, plusieurs péripéties de vie. Bon, j'ai changé, etc. Mais dès que je suis arrivé à Annecy, vers l'âge de 19 ans,
euh, j'ai 19-20 ans, vers là. Enfin, en tout cas, je me suis inscrit dans 3 dojos, en fait. D'aïkido, bon, qui étaient reliés. Et donc, j'en faisais tous les jours. Donc, pendant tout le temps que j'ai habité là, j'ai fait de l'aïkido tous les jours. À 20 ans, bon, voilà, comme on peut en faire à 20 ans, là, voilà. Et donc, bon, forcément, quand on en fait tous les jours, on finit par progresser un petit peu. Donc, voilà. Puis ensuite, ben, pareil, plusieurs péripéties de vie m'ont amené bon, à voyager, etc. Alors, j'ai fait des pauses, j'ai repris, j'ai bon ça. Mais finalement, vers 2001 à peu près, là, je me suis réinscrit. Bon, là, j'étais plus sédentaire parce que j'étais pas mal nomade. Donc, j'étais plus sédentaire. Et donc là, je me suis inscrit dans un dojo et à en faire aussi très, très régulièrement. Voilà, jusqu'à immigrer finalement au Québec, à faire le tour des dojos que je voulais voir à Montréal, à pas me satisfaire des aïkido qu'on y pratiquait et donc à dire ben, je vais ouvrir mon dojo à y être. Et donc en 2005, j'ai ouvert mon dojo à Montréal, donc ça fait 15 ans maintenant. D'accord. Et enfin, après, voilà, vous avez commencé à faire donner des stages dans à peu près partout dans le monde. Et enfin, la chance a fait que vous étiez venu aussi au Maroc et spécialement dans le dojo de Nanterre. Et Ah oui, oui. comment vous avez trouvé cette ambiance au Maroc aussi, d'aïkido? J'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris du dojo. D'ailleurs, j'ai un prochain livre qui sort normalement cet automne, mais bon, on va voir sur l'aïkido, évidemment, aux éditions Budo encore. Et je rends hommage d'ailleurs au dojo de Jadida parce que j'ai vraiment beaucoup appris et j'apprends encore parce que euh, je, j'ai été, moi, en fait, dans un mouvement qui s'appelait ISTA, en fait, qui était sous le contrôle, oui, parce que c'est à peu près ça d'Alain Perrache. Et donc, lui a vraiment une politique de c'est moi ou rien, quoi. Il dialogue avec personne, c'est ne cherchez plus, j'ai trouvé, quoi. Et voilà. Bon, moi, je n'étais pas trop dans cet état d'esprit-là, mais bon, au bout d'un moment, j'ai fini par me sortir de là parce que je trouvais ça un peu sectaire, quoi. Et l'ouverture que j'ai vue, El Jadida, sur les différentes compréhensions de l'aïkido, les différentes. Et je reçois encore très, très régulièrement des gens du dojo de Jadida qui postent toutes sortes de choses sur les arts martiaux, sur l'aïkido, et des fois des choses qui me paraissent totalement étranges ou des choses qui peuvent des fois même me choquer, mais c'est pas grave. Cette ouverture, cet accueil-là, bon, le Maroc est quand même réputé pour sa qualité d'accueil, évidemment. Et évidemment, tout en le sachant, avec mon ami Carole, on a vraiment été enchanté, émerveillé de l'accueil qu'on nous avait réservé au Maroc, à El Jadida, mais en plus, voilà, dans le dojo lui-même, cette ouverture d'esprit, cette capacité à regarder ce que fait l'autre, à essayer de s'en enrichir, et sans qu'il y ait de comparaison, de jugement, ça, eh ben, cette attitude d'ouverture-là, vraiment m'a transformé, en fait, vraiment. Donc, j'ai beaucoup appris du dojo, de ce dojo-là, euh, parce que l'accueil, la différence, la diversité est vraiment vécue comme une richesse. Et ça, c'est une leçon de vie. Ouais. D'accord. Et on sait, enfin voilà, vous étiez venu aussi parce qu'on a découvert votre livre qui s'appelle Le chemin commun du maître et de l'élève. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une certaine, euh, on va dire, une relation un peu différente de maître et de l'élève dans chaque pays du monde? Est-ce que vous pensez que, par exemple, là, on parlait du Maroc, entre le Maroc et la France ou le Japon, la Corée, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une relation différente entre un prof et son élève? On parle dans le cadre d'aïkido, bien sûr. Oh, oui. Eh ben, en fait, je dirais que la différence, elle est plus d'un dojo à un autre D'accord. que d'un pays à un autre. En fait, c'est vraiment la façon dont un sensei, en fait, conçoit et impose son rôle, en fait. Euh, euh, Moi, par exemple, une de mes plus grandes fiertés en tant que professeur d'aïkido,
c'est que aucun de mes élèves n'a le même aïkido que moi. D'accord. Eh bien oui, parce que disons que tout professeur a pour but ultime de disparaître, en fait. D'accord. Le but d'un professeur est de se débarrasser de ses élèves, en fait. Parce que si, par exemple, on va voir un professeur d'espagnol ou d'anglais, d'accord, pour nous apprendre l'espagnol ou l'anglais, et que 35 ans plus tard, on est encore avec lui en train d'apprendre l'espagnol ou l'anglais, c'est qu'il y a un problème, en fait. C'est-à-dire que oui, on peut toujours affiner, ou on peut toujours, mais enfin, normalement, ça ne devrait pas durer si longtemps quand même. Donc, on doit trouver sa façon de comprendre les principes de l'aïkido qui sont, bon, c'est un art, alors c'est infiniment interprétable, évidemment, chacun peut en avoir. Donc, moi, j'ai différents élèves qui, selon leur personnalité, selon leur, ont des aïkidos tout à fait différents et personne ne pourrait dire, ah ben tiens, c'est l'élève de Thierry Pardo parce que, tiens, je vois, c'est le style de Thierry Pardo, etc. Donc, moi, j'ai mon aïkido, j'ai ma façon de faire. Évidemment, mes élèves s'inspirent de ça un peu, mais je les pousse à, par exemple, souvent quand je montre une technique, euh, je vais montrer un éventail de façons de faire la même technique. Donc, je vais la montrer au moté, je vais la montrer au hura, je vais la montrer, mais je vais la montrer dans tout ce dégradé parce qu'au moté et au hura, ce sont des points dynamiques. Hein. Il n'y a pas la forme au moté et la forme hura. Ça, c'est un peu, ce serait comme dire dans la vie, il y a ce qui est yin et ce qui est yang. C'est vraiment une, une mauvaise compréhension. Hein. Donc, je comprends que dans un livre, on puisse dire voilà la forme au moté, voilà la forme hura, mais c'est des points dynamiques. Et ce qui nous intéresse, c'est tout ce vide médian qui est au milieu. En fait, la pensée chinoise, elle n'est pas binaire yin-yang, elle est ternaire en fait. Il y a les points dynamiques, mais ce qui nous intéresse, c'est tout ce vide médian qui crée toute la diversité des situations. D'accord. Alors, bon, moi, je vais montrer ces points dynamiques, je vais montrer une forme très figée, très théodokie, en fait, voilà, très sur un travail très statique. Je vais la montrer de façon très dynamique, je vais la montrer avec quasi pas de contact physique, en fait, etc. Et je leur dis, ben voilà, c'est ça qu'on fait, quoi. Alors, souvent, les débutants se disent, mais là, il a montré 15 trucs différents, c'est quoi qu'on fait? Mais évidemment, les anciens comprennent que je fais la même chose tout le temps, en fait. Je montrais toujours la même technique, mais exécutée. Alors, ce qui permet à chacun d'aller voir, en fait, d'aller trouver la façon dont il peut finalement tricoter son propre aikido là-dedans, quoi. Voilà. Alors, s'il y a des choses qui sont des erreurs, je pense, tu vois, il y a des fois où on fait des erreurs, hein, où on fait le pas de trop. En général, l'erreur, c'est toujours qu'est-ce qu'on a fait de trop. Hein. En général, c'est ça. Bon, alors ça, moi, j'interviens en disant ça, tu vois, on peut en faire moins, ça, on peut l'enlever, etc. Mais sinon, après, l'idée, c'est vraiment de donner cette diversité là. Alors après, je comprends qu'il peut y avoir, pour répondre à la question, des professeurs qui, eux, ont un aïkido comment dire, un aikido de livre en fait. C'est-à-dire que voilà, ils ont. Et moi, je suis un peu effaré des fois quand je vois 10, 20, 30 personnes faire exactement le même shironage au millimètre près. Quoi. Euh, Parce qu'ils font l'aïkido comme on fait des katas, c'est-à-dire en étant des spécialistes de cette situation qui n'existera jamais. Quoi. C'est-à-dire Non, mais je comprends. Mais du coup, c'était ça ma question. Est-ce que vous pensez qu'un prof, vous êtes pour un prof qui veut donner exactement le même style à ses élèves, ou plutôt quelqu'un comme vous qui va vous laisser la liberté et qui est fier de le que voilà, mes élèves, ils ont chacun son style. Mhm. Ben, non, évidemment, moi je serais plutôt pour la deuxième option, mais de la même façon que n'importe qui, pour revenir à l'éducation, qui a des enfants, vous ne voulez pas que vos enfants soient des copies carbone de vous-même, vous comprenez? Mm. Vous voulez que vos enfants vivent avec leurs propres qualités, leurs propres aspirations, leurs propres élans. Vous ne voulez pas que vos enfants soient des copies conformes de vous-même. Vous voulez que vos enfants aient la possibilité d'être eux-mêmes, en fait. Et, et voilà, il y a cette phrase d'André Stern qui est assez belle, où il a un père qui a quand même qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et, et André dit oui, c'est sûr que c'est pas facile, tu sais, de grandir avec un père qui a une telle aura, en fait.
mais il était tellement lui-même qui m'a donné envie d'être tellement moi-même, quoi. Voilà. Et donc, c'est ça que moi j'essaye de créer avec mes élèves dans mon dojo, en fait. Voilà, j'essaye d'être tout à fait moi-même pour qu'ils aient envie d'être tellement eux-mêmes. Les gens qui exigent de leurs élèves qu'ils fassent le même aikido qu'eux au millimètre près, c'est une forme d'insécurité, en fait. Ils se rassurent comme ils peuvent, mais c'est pas la voie, quoi. Tu sais, Bouddha disait, si tu trouves ton maître sur ton chemin, tue-le, quoi. Ce qui est D'accord. normal, hein, parce que qu'est-ce qu'il fout sur ton chemin, tu vois. Est-ce D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire la même chose de l'école d'ailleurs? ah, mais alors, ça c'est encore pire, en fait. C'est ce que je m'y attendais. Je voulais savoir. Ouais, mais parce que l'école, en fait, non seulement ne permet pas à l'enfant d'être lui-même, mais en fait travaille à ce qu'il ne le soit pas. En fait, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que tout le dispositif scolaire est fait en sorte que l'enfant ne puisse jamais être lui-même. Et ça, c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que les profs, il y a des bons profs, hein, ils sont prêts à tout pour leurs enfants, sauf les D'accord. laisser être eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire que finalement, on sait pour faire une petite liste rapido, mais l'enfant, tu sais, bon, qui va à l'école, ne choisit pas d'aller à l'école, il ne choisit pas son école, il ne choisit pas le calendrier scolaire de l'année, il ne choisit pas son horaire de la journée ou de la semaine, il ne choisit pas son prof, il ne choisit pas sa classe, il ne choisit pas sa place, il ne choisit pas donc les méthodes pédagogiques, les contenus d'enseignement, il ne choisit pas ses condisciples, il ne choisit pas s'il va être évalué, quand, comment il va être évalué, la couleur du stylo avec lequel il devra remplir son évaluation. Donc, ça, évidemment, ça ne peut jamais donner quelqu'un d'autonome, en fait, je veux dire, en partant. Et en plus, tout ce qui rendrait spontanément heureux un enfant de 8 ans, de 10 ans, c'est-à-dire chanter, courir, danser, se déguiser, imiter, enfin, je ne sais pas, tout ce qui fait qu'un enfant jouer, évidemment, est heureux, ne peut pas se faire spontanément. Il faut que ça soit organisé par un adulte, sinon, ça ne se fait pas. Même pisser, en fait, il faut l'autorisation. Donc, je veux dire, à partir de là, on voit mal comment un enfant pourrait être lui-même. Et est-ce que vous pensez que ça va être encore là, pire, après cette situation? Parce que j'ai vu par exemple une vidéo que vous avez partagée sur Facebook où il y a une petite gamine qui joue à la récréation, mais voilà, dans un espace qui Le est, petit carré. voilà, un petit carré, et je crois qu'elle pleurait même dans la vidéo. Et est-ce que vous pensez que ça va affecter les enfants après? Mais moi, ce que je crains, en fait, c'est qu'il y a une espèce de test grandeur nature de savoir est-ce qu'on va trouver un policier assez con pour aller fliquer une vieille qui marche sur une plage du Finistère, tu vois, alors qu'on a ouvert les métros, tu vois. Est-ce qu'on a trouvé un adulte assez idiot pour aller mettre des enfants dans des carrés en interdisant de parler aux autres enfants? Est-ce qu'on va trouver un adulte assez idiot pour faire appliquer des protocoles à 2 francs, tu vois? Voilà, c'est ça. Et j'ai peur que des gens aient pris goût à devenir les petits chefs, les petits caporaux de ces consignes débiles, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est plus ça qui me fait peur. J'espère que ça va faire, ça va allumer une lumière dans la tête de certains adultes, de certains parents, même de certains professeurs. En tout cas, si quelqu'un croyait encore qu'on envoyait nos enfants à l'école pour des questions d'éducation, là, au moins, la réponse est réglée. Enfin, je veux dire, là, maintenant, on le sait que ce n'est pas pour des questions éducatives. On le sait que c'est pour libérer des parents afin qu'ils aillent à l'usine, quoi. Voilà, donc ceux qui croyaient encore et qui avaient eu un maigre espoir que l'école était un espace éducatif, là au moins, je pense que c'est assez clair que ça ne l'est pas, quoi. Ça. Et vous pensez que même, voilà, là, après cet été, est-ce que la situation, ça va rester un peu comme ça ou, enfin, on espère évoluer? Mais moi, je suis pas très optimiste en général sur l'humanité. En général. J'espère toujours que quand je vois des actes d'humanité, ça me donne toujours espoir et je me dis, ah, enfin, il y a des gens qui comprennent que, etc. Mais quand je vois cette capacité que les gens ont à obéir, à faire des choses euh, contre le bon sens, contre leur conscience, contre le et que ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, que ce soit dans la rue, que ce soit et que je vois des gens appliquer bêtement des consignes. Et par exemple,
à la garderie, dans le service de garde là, de l'école où finalement vont mes enfants, qui est une école alternative, là, parce que ça fait 1 an et demi qu'ils sont dans une école. La responsable du service de garde, là, sur l'heure du midi, en fait, quand elle a décidé qu'il faisait froid, oblige un enfant à mettre sa veste. En fait. Mais alors, si l'enfant n'a pas froid, elle va disqualifier en fait son ressenti physiologique et va l'obliger à mettre sa veste. Alors mais l'enfant ne part pas 3 semaines en fin fond de la forêt, il est dans la cour à 15 mètres de la porte, que sa veste, s'il veut, il peut la récupérer quand il veut, tu vois. mais, bon, mais non, j'ai décidé, il fait froid, tu mets ta veste. Bon. Alors moi, je suis allé voir la prof et j'avais dit, la prof, la responsable du service de garde, j'avais dit, mais c'est un enfant qui a froid, est-ce que vous l'empêchez de se couvrir? Elle me dit, ben non. Je dis, mais un enfant qui a chaud, vous l'empêchez de se découvrir. Ça vous paraît. Et là, vous ne voyez pas de contradiction, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, ça, on est dans une sorte de logique, en fait. Bon, ben voilà. C'est-à-dire que cette personne-là, nul doute qu'elle va se servir de l'expérience du virus pour être encore plus autoritaire de façon idiote, en fait. Voilà. Nul doute qu'elle va dire non, mais là, c'est pas moi, c'est pour la contagion. Et nul doute qu'elle va se cacher derrière son petit règlement bricolé le matin même avant que les enfants arrivent. Nul doute que cette personne-là va réconcilier en elle la paranoïaque et l'hypochondriaque pour devenir encore plus conne que ce qu'elle était. En gros, tu sais, pardon pour les mots là, mais voilà quoi. C'est-à-dire que je ne pense pas que la logique sorte et l'humanité en sorte grandie, quoi. Voilà, malheureusement. Et pour l'aïkido, comment vous pensez aussi que là, pendant la reprise, enfin, pour un adulte, on va dire, il fait ses choix, mais pour les enfants, est-ce que vous pensez que les parents, ils vont avoir peur, ils vont pas leur envoyer leurs enfants au dojo? Et alors, encore une fois, j'espère que les parents vont se ranger à quelque chose d'assez logique et que si on prend toutes les statistiques dans n'importe quel pays, les moins de 20 ans, il n'y a pas eu de cas, ou alors très peu, et les peu qu'il y a eu, ça a duré 3 jours, ils ont été un peu fatigués, puis c'est passé, quoi. Donc, il n'y a pas eu de mort. Alors, bon, peut-être que quelqu'un va trouver qu'en Slovénie, il y en a eu un, mais bref, ce que je veux dire, c'est que de façon très globale, il n'y a pas eu de cas d'enfants. Alors, dire on ne mettra pas les enfants au dojo parce que ce serait complètement irrationnel, en fait. Alors, j'espère que les parents vont se ranger derrière un minimum d'informations et de raisons. D'accord, d'accord. Et pour les adultes, vous pensez que là, genre, là, en été, on va dire, la plupart des saisons sportives, ils se terminent, ils passent un été sans Ouais. aikido. Et à partir de septembre, les dojos, ils vont ouvrir. J'ai eu l'information qu'en Pays-Bas et je pense en Belgique aussi, enfin, on attend la confirmation en France, que les dojos vont ouvrir aussi. Et je ne sais pas quand est-ce qu'exactement. Mais voilà, si on dit que là, avant l'été, ça ne s'ouvre pas, certainement en septembre, ils vont y rouvrir. Est-ce que vous pensez qu'un adulte, Oui, voilà, il va partir normal dans le dojo, s'entraîner, se toucher et tout, voilà, sans dire que je vais attraper ce virus? ouais. Ouais. Ben moi, quand je pense à l'aïkido, je me console en pensant au jiu-jitsu brésilien. Oui, ça n'a rien à voir au niveau de contact, c'est vrai. Et là, on se transpire dessus pas mal. Mais, mais disons que oui, j'espère. Et puis, peut-être qu'il y a des gens qui vont être méfiants et qui vont se dire, bon, finalement, etc. Mais je me dis que les gens, voilà, c'est là où j'espère toujours que les gens vont se ranger à une forme de rationalité, quoi, et dire, bon, on devrait s'en sortir avec la situation qu'on a. Non, non, en tout cas, pour l'instant, les témoignages que j'ai, c'est vraiment des gens qui me disent, bon, on a hâte que ça reprenne. Peut-être que nous, cet été, on va pratiquer un peu dans les parcs avec des bâtons, tu sais, bon, du judo, du bokken. Mais, mais sinon, oui, tout le monde a hâte que ça reprenne, quoi. Donc non, peut-être que même on va avoir une espèce d'élan de gens qui auront été à l'arrêt pendant des mois et qui là vont vouloir. Tu sais, on a ça après les fêtes de Noël, on fait au Québec, bon, c'est encore important évidemment les fêtes de Noël et tout ça, alors en France aussi. Et alors bon, les gens ils prennent du poids pendant les fêtes de Noël. et là en janvier, on a plein de gens qui s'inscrivent, qui veulent. Alors peut-être qu'on va avoir cet effet-là.
Après, c'est J'espère. un effet positif, ouais. Et est-ce que vous pensez que, enfin, là, pendant cette crise et après ces situations-là, est-ce que je pensais, comme vous parlez d'humanité, que l'humanité elle-même va tirer une leçon de cette crise? Ben, moi, en tout cas, je sais pas trop quoi en penser parce que le problème, c'est que quand on regarde, moi, j'essaye tu sais, de m'informer un petit peu de un peu tout azimut, là, etc. Ce qui fait que ça me dérange pas de lire des choses d'extrême droite, de lire juste pour savoir, tu sais, pour connaître, juste pour connaître. Et alors, je constate que évidemment, c'est pas du tout mes idées politiques, mais juste pour savoir qu'est-ce qui se dit par chez eux. Et, et alors, le truc, c'est que tout le monde dit ah ben on vous l'avait bien dit, vous voyez, on avait raison. Alors les racistes disent vous voyez, c'est un problème de circulation, il faut fermer les frontières. Les véganes disent ah ben vous voyez, il faut arrêter de bouffer des pangolins. Vous voyez tout le monde. Tout le monde se dit ah ben on vous l'avait bien dit. Alors qu'est-ce que c'est nous qui avions raison, la preuve quoi. Voilà, les écologistes disent la même chose, le monde du travail à l'extrême gauche dit ben vous voyez, à force de maltraiter les infirmières, vous voyez ce qui se passe. Alors donc ce que je veux dire, c'est que tout le monde se dit on vous l'avait bien dit, on avait raison. Alors qu'est-ce qui va sortir de ça? C'est compliqué quoi. C'est très très compliqué quoi. Euh, je sais pas, j'ai vraiment pas de. Il y a des fois où je me dis, bon, oui, il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Bon, quand je vois que quand ils ont ouvert le drive d'un McDo, il y a eu 3 heures de queue et que tout le monde a jeté ses cochonneries dans le bas-côté depuis sa voiture, je me dis, bon, finalement, on n'a rien changé. Quoi. Mais, euh, mais non, en tout cas, moi, j'ai toujours cette dialectique entre liberté et sécurité. Moi, à chaque fois que. J'ai toujours été convaincu, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, que quand les gens avaient le choix entre plus de liberté et plus de sécurité, ils choisissaient la liberté. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Donc là, les gens qui avaient des relents sécuritaires se trouvent confortés, en tout cas dans la situation, par cette. Si vous sifflotez dans la rue, vous passez pour un terroriste. Quoi, parce que. donc, donc voilà, c'est. Je ne sais pas quoi en penser. Je suis un peu dubitatif. Je vais attendre de voir, mais j'espère qu'au moins, il y a une part de raison qui va l'emporter. Et que, voilà. On espère. Enfin, passons à votre confinement. Alors, comment vous l'avez passé? Ben moi, comme j'écris des livres, bon, d'une part, ça va pas changer grand-chose, à part évidemment le monde de jeu qui est fermé, mais aussi, une des choses qui a été transformée, c'est que du coup, les enfants n'allaient plus à l'école, et donc là, on a retrouvé un peu notre vie d'avant, sachant que bon, tout était fermé, les centres des sciences et tout ça, mais quand même, voilà, on s'est retrouvés à temps plein avec les enfants. Donc ça, moi, j'ai plutôt apprécié cette période-là, parce que bon, évidemment, bon, les bibliothèques étaient fermées, il y avait alors c'était pas tout à fait pareil, mais les enfants, on a appris à jouer au ping-pong, on a fait des trucs, on a fait. Puis donc, moi, j'ai aussi la possibilité, cette chance-là, d'avoir un chalet au fin fond des bois, là, dans la forêt. Donc, on a pu se rendre, parce que toutes les activités des enfants, bon, ils font de la musique, du sport, etc., ont été arrêtées aussi. Ce qui fait que bah, à chaque fois qu'on est ensemble, puisqu'on est en garde partagée une semaine, on part 3-4 jours dans la forêt. Et voilà, et donc forcément, on a quand même cette chance-là d'être confiné au milieu d'une forêt, ce qui est plutôt cool, quoi. Ouais, donc, moi je l'ai pas trop mal vécu. Il y a eu en plus, bon, le gouvernement a réagi à tous ceux qui pouvaient plus exercer leur activité en donnant des primes qui, pour les gens qui ne sont pas très riches comme moi, étaient assez généreuses finalement. Donc moi, ça m'a pas trop perturbé de ce point de vue-là. D'accord. Mais, mais c'est ça. Maintenant, je me dis, bon, la plaisanterie, ce serait bien que ça s'arrête et que voilà, on puisse reprendre une vie sociale normale. Quoi. Voilà. C'est surtout à ce D'accord. niveau-là que ça a un petit peu changé. Quoi. Et c'était Ouais. quoi votre chanson de confinement? Hmm. Ah oui, alors là, c'est ça, attention. Chanson de confinement. Ah, ben, j'ai suivi Cabrel parce qu'il a fait, tu sais, tous les jours, il faisait comme une chanson chez lui, tout seul avec sa guitare. Et à un moment donné, le jour, il a fait ça pendant 53 jours, en fait, bref, tout le temps du confinement. Et,
Et à un moment donné, il a repris une chanson qui est sur aucun album et qui, moi, était une chanson qui avait changé ma vie, en fait. Où il raconte bon, lui, il avait fait le choix de la musique et que ce n'était pas forcément un choix facile par rapport il parle d'un de ses collègues qui, lui, avait choisi d'être un bon élève. Et, et voilà, et la chanson finit en disant bon, je t'ai retrouvé, tout ça, et toi, tu as tes 4 semaines, moi, j'ai toute ma vie. Quoi. Voilà. Et quand j'ai entendu cette chanson à 17 ans, j'ai compris que ma vie, ce ne serait pas d'avoir 4 semaines. Quoi. Voilà. Donc, le D'accord. fait qu'il refasse cette chanson-là, que je ne l'avais pas entendu chanter depuis des années, évidemment, parce qu'il la chante jamais, il l'a fait une fois, en fait, dans un concert, et puis c'est tout, qui avait été enregistré. Et voilà, et donc ça, je dirais que c'est ma chanson phare du confinement. C'était quoi votre livre de confinement? Alors, c'est celui-là, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps et qui s'appelle Libre d'obéir. Je pense que là, on voit l'image à l'envers, peut-être un Oui, oui, peu. on la voit très bien. Voilà. Mais Libre d'obéir, et le sous-titre, c'est le management du nazisme aujourd'hui. D'accord. Et, donc, c'est un auteur extraordinaire qui montre comment finalement aujourd'hui encore, et dans les écoles où on dit on fait une pédagogie de projet, ou dans les emplois où on dit on est chargé de projet, tout ça vient de ces expérimentations qui ont eu lieu sous le régime nazi. Et après, les généraux SS, beaucoup se sont transformés en profs d'école de commerce, en fait. Et qui ont formé des milliers de gens de très grandes entreprises américaines, etc. Et donc, on nous explique très très bien la mécanique de donner à quelqu'un toutes les responsabilités et aucun pouvoir. Donc, quand vous êtes chargé de projet dans une entreprise, ça paraît être… alors, vous êtes responsable, en fait. Sauf que vous n'êtes pas responsable ni du budget, de la quantité de budget, ni du calendrier. Vous avez des points de contrôle tout le long et ce n'est pas vous qui évaluez à la fin. Donc, vous n'avez aucun D'accord. pouvoir, en fait. Mais vous êtes le total responsable. Et donc, Ah dans oui. les écoles, quand on dit ah ben oui, les enfants ici peuvent faire leur projet, pour ne pas avoir dire ils doivent faire leur projet, en fait, on se rend compte que les enfants, c'est pareil, ont toute la responsabilité de la réussite ou de l'échec, surtout de l'échec, et aucun pouvoir, évidemment, là-dessus. Donc, je D'accord. trouvais ça assez parlant. Ouais, ça c'est intéressant. Et c'était quoi votre film de confinement? Hmm, The Big Lebowski. Ok, d'accord. Ça a un rapport avec la situation, vous voulez dire? Ouais, ben, de ce gars-là qui est un peu en marge, qui se fout un peu de tout, mais qui reste cool, quoi. Et votre série de confinement, du coup? Ben ça a été, alors, Casa de Papel. Ah oui, vous l'avez bien aimé, du coup, c'est la Oui, quatrième oui. saison. Oui, c'est ça. Ben oui, oui, ben oui, bon, c'est pas très original de dire ça, parce que je pense qu'on est assez nombreux à avoir aimé Ouais, cette série. Et ben oui, oui, j'aime bien à la fois la réflexion humaine et sociale qu'il y a là-dedans. d'accord. Et c'était quoi votre jeu de société du confinement? Hmm. Alors, le truc, c'est qu'avec mes enfants, depuis tout le temps, on fait énormément de jeux de société. On en fait plusieurs par jour, en fait, hein, vraiment. Donc, on en expérimente beaucoup. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Il était une fois. On y joue autour du poêle à bois quand on va dans la forêt là, et puis c'est ça, on a des cartes où il faut placer en fait des personnages, et on a une carte de fin. Et donc il faut raconter une histoire et la faire évoluer pour pouvoir placer la fin de son histoire, mais chacun doit faire la même chose. Ce qui fait que les histoires fluctuent pour arriver. Donc ça c'est un jeu que je trouve assez sympa. Et votre boisson du confinement? Oh, le rhum. Hein. D'accord. Ok, c'est très original. Ouais, non, ben, c'est ça, c'est ça, j'ai repris euh, mes cocktails, la liqueur 44, du rhum avec une orange, du café dedans, 44 sucres, 44 grains de café dans une orange bio qui trempe dans un litre de rhum, et vous la laissez macérer 44 jours. Ça donne une espèce de D'accord. contrôle, voilà, la liqueur 44. D'accord, ok. Moi, je connaissais pas du tout. Et votre citation du confinement? Pardon? La citation. Ah, hmm, une citation de confinement. Euh, euh, Peut-être celle de Mark Twain qui disait
alors je n'ai plus exactement le mot, mais qui disait, quand vous vous rendez compte que tout le monde pense pareil ou que vous pensez comme tout le monde, asseyez-vous 5 minutes et réfléchissez, quoi. On peut dire ça, c'est vrai. Bah, merci beaucoup pour votre temps, Sensei, professeur Ben, Thierry. merci, Merci merci à vous. beaucoup, merci Et pour l'invitation. puis, mais avec plaisir. Et puis, avant la fin, j'aimerais bien que vous partagez un message à tous ceux qui vont regarder cette vidéo dans cette situation-là. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Ben, je dirais que euh, ce que j'ai appris, moi, avec mes 30 ans d'aïkido, ça a été d'en faire moins, en fait, à chaque fois. C'est-à-dire que chaque fois qu'une situation ne fonctionnait pas, que ce soit sur un tatami ou que ce soit dans la vie, c'était de me demander, mais qu'est-ce que je fais de trop, en fait? Sur quoi j'insiste, en fait? Et je dirais, n'essayez pas d'être des premiers de la classe du confinement. N'essayez pas de performer en tant que confiné. Vous voyez ou en tant que confiné, je ne sais plus comment on dit. Mais vous voyez, voilà, c'est-à-dire que n'essayez pas à tout prix de faire de cette période-là quelque chose qui soit productif. Soyez créatif, soyez imaginatif, mais ne soyez pas productif, ça ne sert à rien. On est dans une période de réflexion, on est dans une période de ralenti, on est dans une période de temps lent, de temps long. Alors, ce n'est pas le moment d'être productif ou d'être performant, en fait. Voilà. N'essayez pas d'être de bons confinés, ça ne sert à rien. Euh, Prenez cette situation avec philosophie, offrez-vous le temps. Et si vous avez des enfants à la maison et tout ça, ben, je dirais la même chose. N'essayez pas d'en faire des élèves performants du confinement et qui sortent de là euh, traumatisés d'avoir été enfermés dans la chambre et tant que tu n'as pas fini tes devoirs de maths, tu restes là, etc. Voilà. Donc, voilà, essayez pas de performer. Voilà. Voyez, en Aïkido, quand on s'attache trop à vouloir réussir une technique, qu'on est axé sur, y compris sur l'histoire de se détendre. C'est, il faut que je me détende, je vais me détendre, je vais là, il faut que j'arrête, il faut que je me détende. Non, mais là, je me détends, ça y est, là, je me détends. Bon, ben, vous voyez, vous vous détendez jamais. En fait. Bon, ben là, c'est la même chose. Donc, voilà, arrêtez de vouloir performer dans la détente. Détendez-vous, tout D'accord. simplement. Quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup pour votre temps. Ben, Et merci puis, beaucoup. je vous souhaite une bonne après-midi, parce que je crois que c'est Merci, encore tôt merci, là c'était chez vraiment vous. agréable. Et puis, Avec, j'espère bientôt d'un coin de France ou du Maroc pour pratiquer encore ensemble cet aïkido qui nous tient à cœur. avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.